Merci beaucoup, Daphne. Et bonjour à tous. Je suis très honoré d'être ici. Merci beaucoup, Monsieur de Koenig, pour cette invitation et cette occasion à participer dans l'esprit de notre grand programme Centenaire Nord, je pense. Ça veut dire multidisciplinaire, interdisciplinaire et ultimement transdisciplinaire. Donc, merci beaucoup. Merci aussi, Daphne, pour l'introduction. Comme Daphne a dit, je suis membre de Centre d'études nordiques, à la direction de Centre d'études nordiques pour 8 ans, 4 ans comme directeur, 4 ans comme directeur scientifique. Et dans un premier temps, je voudrais parler un petit peu au sujet de mon centre. C'est le centre qui est le plus vieux à l'Université Laval. C'est a été fondé en 1961. Par un arrêté par le gouvernement du Québec en collaboration avec l'Université Laval. Donc nous sommes le plus vieux, mais évidemment, avec un âge de 56 ans, on est encore très jeunes. Et surtout nos étudiants, avec beaucoup d'énergie. Il y en a beaucoup, il y a à peu près 300 étudiants maintenant. Parce que nous sommes une université, il y a 10 universités impliquées. C'est multidisciplinaire. Et on a plusieurs ressources. On commence avec les membres, évidemment, mais au-delà de ça, on a un réseau de stations qui est à travers le nord du Canada, entre le sud du nord vers le nord du nord, la limite nord du Canada. Et notre directeur fondateur est une personnalité très bien connue ici au Québec, Monsieur Louis-Edmond Amelin. On voit à droite ici le premier bureau de direction du Centre d'études nordiques en 1961. Pas beaucoup de femmes, par exemple, à ce moment-là, mais maintenant notre directrice est Mme Najit Biri, donc on voit une bonne évolution depuis 50 ans. Mais M. Amelin avait une bonne façon à présenter les concepts. Et il a dit, finalement, il y a 3 objectifs du Centre d'études nordiques. Premièrement, faire du Nord. Ça veut dire être sur le terrain dans le Nord, faire la recherche, travailler à l'intérieur des communautés, travailler avec les peuples autochtones, obtenir plus d'informations concernant le Nord, toutes sortes de réalisations nordiques. Deuxièmement, il a dit qu'il faut faire le Nord aussi. Et ça veut dire aider le Nord à développer. Aider les communautés nordiques. Et la mission aujourd'hui du Centre d'études nordiques est aider le développement durable du Nord par moyen d'une meilleure compréhension de l'environnement. Et troisièmement, il faut faire le deal du Nord. Ça veut dire parler du Nord, amener le Nord vers le Sud, que ce colloque est en train de faire aujourd'hui. Et voici en bas notre station principale, Kuujjuarapik, Wakmagstui aujourd'hui. Donc, M. Amelin est un grand géographe et comme tous les géographes, il aime beaucoup les cartes. Et moi aussi, j'aime beaucoup les cartes parce que les cartes sont une synthèse, toujours une synthèse, pas simplement des faits physiques, mais aussi des réflexions intellectuelles. Il y a un aspect culturel important. Souvent, l'absence de certaines choses dans une carte, sur une carte, est très intéressante aussi et très parlante. Et M. Amelin est ici, maintenant il est professeur émérite évidemment, mais il est ici avec une carte qui est unique. C'est la première projection polaire, avec le pôle Nord au centre par M. Gerhard Mercator, publié en 1595. Et c'est une carte très intéressante pour l'Université Laval, où les études nordiques sont très importantes pour nous depuis très longtemps. Et l'Université Laval, finalement, par moyen de notre bibliothèque, nous avons acheté un exemplaire original de cette carte. Et c'est magnifique. Et si vous avez l'occasion, c'est bon de visiter notre bibliothèque pour voir la carte. Les couleurs sont brillantes. Il y avait beaucoup de travail pour vérifier l'authenticité de ces pigments. Et c'est la carte Septentrionalium Terrarum Descriptio. Et c'est disponible en ligne aussi, où on peut
faire le zoom et on peut regarder en détail les aspects de ce cadre. Et il y a les choses remarquables. On voit par exemple ici le baie d'Hudson, par moyen, un transfert d'informations par moyen des peuples autochtones, fortement influencé par l'eau douce, selon la carte qui est le cas. Le détroit de Bering, toutes sortes d'informations concernant Groenland, les grands fleuves en Russie, le Ob et le Lena, toutes sortes d'informations extraordinaires. Il a utilisé toutes les informations pontificales, par exemple, les archives pontificales. C'est une synthèse extraordinaire. Mais évidemment, il y avait certains éléments où il n'avait pas la possibilité de faire la visite au pôle Nord. Et il utilisait surtout les informations des Grecs anciens. Et il a considéré au centre du pôle Nord, autour du pôle Nord, était le continent hyperborène. Une droite extraordinaire où le soleil il brille en permanence, où les gens sont toujours heureux en permanence. Une droite visitée par le dieu Apollon, par exemple, plusieurs reprises. Les Grecs, finalement, les Grecs anciens avaient plusieurs façons de regarder le Nord. Ils ont appelé ça Actikos, le mot qu'on utilise aujourd'hui pour le Nord, le grand ours, qui est la constellation Ursa Major. Un autre nom pour eux était Ultima Thule, la Terre au-delà de toutes les terres. Et finalement, l'Hyperborée, la zone hyper au-delà, la zone boréale, la zone de vent, la zone de Dieu de vent, finalement, l'Hyperborée. Et il y avait toutes sortes d'informations ici concernant la disposition de la Terre, et beaucoup de l'eau libre. Et c'est intéressant d'en voir l'océan très libre ici, peut-être parce que c'est inhabituel, parce que durant le XVIe siècle, l'océan Arctique était plein de glace. Peut-être c'est l'information qui date de plusieurs siècles, peut-être plus que 500 siècles avant la production de cette carte. Mais maintenant, aujourd'hui, on voit que l'océan Arctique est en pleine mutation. Voici la distribution de la glace en 1980. Et depuis cette période de temps, on voit une disparition de plus en plus, comme l'endroite hyperboréenne que Mercator a capturé dans sa carte. Et mon collègue Marcel Babin va parler beaucoup plus au sujet de ces changements, les implications de ces changements. On voit les changements à travers notre réseau de stations dans le nord du Québec, dans le nord du Canada, et surtout dans les environnements extrêmes, comme la limite nord ici, qui est l'île Ward Hunt, latitude 83 degrés nord. Et on voit que ces changements sont au-delà de notre expérience. Il y a toutes sortes d'informations concernant les changements de climat, mais peut-être les données les plus parlantes concernant les changements sont les données qui viennent des calottes de glace. Il y a maintenant plusieurs. Mais une des premières où M. Jouzel était fortement impliqué, par exemple, était à la station Vostok en collaboration avec les Russes, où il y avait un forage jusqu'à 3600 mètres. Et par la suite, avec les morceaux de glace, ils ont mesuré la concentration de gaz à effet de serre à travers cette période de temps. Donc, on passe ici entre 400 000 jusqu'à présent. Et on voit qu'il y a les cycles, il y a la variabilité
de dioxyde de carbone et sa influence sur le climat et une rétroaction, une interaction entre le dioxyde de carbone et le climat. Et on voit que l'émergence de notre espèce, Homo sapiens, était durant cette période de cycle. Mais maintenant, on est dans une période où on voit les grands changements. Ici, en 1900, par la suite, maintenant, juin de cette année, on est vraiment au-delà de ces cycles. Et à l'avenir, on est beaucoup au-delà de ces cycles. Depuis quelques centaines de milliers d'années, et souvent, quand on parle avec les sceptiques de climat, on dit oui, mais il y avait toujours les cycles dans le passé. C'est vrai. Mais notre espèce, Homo sapiens, a fait son évolution durant une période de stabilité relative. Et on est maintenant dans une phase au-delà de cette variation, beaucoup au-delà de cette variation. C'était le monsieur Arrhenius qui considérait cet effet de serre, l'implication de ces changements de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il a fait une petite expérience théorique où il dit, bon, c'est quoi les implications d'un dédoublement, un doublement de taux de CO2 dans l'atmosphère? Et avec ces calculs, et on réalise maintenant qu'il y a toutes sortes de problèmes avec ces calculs, mais il a dit, il y aura les grandes implications, un réchauffement de 5 degrés. Donc, GIEC considère que ce niveau d'augmentation peut-être va augmenter la température par 1,5 jusqu'à 4,5 degrés Celsius, mais avec beaucoup d'incertitude. Cette semaine, il y avait un article publié dans Nature Geoscience où ils ont considéré où est-ce que nous sommes rendus par rapport avec ces calculs d'Arrhenius. Et ils disent que nous sommes en ce moment à mi-chemin vers ce dédoublement. Et leur conclusion cette semaine est que le forçage radiatif total, ça veut dire l'influence des effets de gaz à effet, va être équivalent à un doublement de dioxyde de carbone, de gaz carbonique, à peu près à 2030, donc qui est très proche de notre vie actuelle. Et le problème pour les écosystèmes nordiques et les géosystèmes nordiques et les systèmes humains nordiques est le processus d'amplification polaire. C'est-à-dire, on augmente la température, par exemple avec l'accord de Paris, qui est déjà très ambitieux à limiter la température en moyenne à 2 degrés, ou moins que 2 degrés. Mais dans le nord, on va avoir une température peut-être de 4 degrés, de 5 degrés, de 6 degrés, par plusieurs facteurs, et on a 2 scénarios ici associés avec l'effet de gaz à effet de serre. Avec le scénario ici d'une augmentation au-delà de 11 degrés, mais c'est au-delà de notre expérience comme être humain. Et on réalise qu'il y a plusieurs mécanismes qui sont responsables pour cette augmentation de température. Le premier effet est simplement l'effet de miroir, l'effet de rétroaction positive. On a la glace qui a une capacité pour faire la réflexion de l'énergie vers l'atmosphère pour réduire l'effet de réchauffement. Mais avec la fonte de glace, il y a plus d'énergie qui est absorbée par l'océan, plus de fonte évidemment, plus de diminution, une plus grande diminution de réflexion. De plus en plus, l'énergie est absorbée. Donc, c'est un cycle vicieux qui accélère de façon considérable dans la zone polaire l'effet de réchauffement. Et c'est intéressant, on voit qu'il y a une certaine résurgence en ce moment de scepticisme concernant l'effet de serre, évidemment fortement encouragé par la politique américaine.
Et on reçoit les commentaires. Un ingénieur parlait avec moi il y a quelques semaines aux États-Unis. Il a dit, ah oui, mais vous avez oublié la H2O, l'eau qui est une composante naturelle de l'atmosphère. Ça, c'est aussi un gaz à effet de serre. C'est vrai, mais il y a un effet d'amplification. On augmente la température dans le nord, on augmente la capacité de l'atmosphère pour absorber la H2O, qui est une molécule lui-même qui absorbe la radiation solaire, qui amplifie par la suite l'effet de serre. Donc, il y a plusieurs autres mécanismes qui fonctionnent dans la même direction pour maximiser cet effet de rétroaction positive. Et même si, ça c'est l'avenir, même si on regarde qu'est-ce qui se passe jusqu'à présent, on voit déjà cet effet d'amplification polaire. Ça veut dire les plus grands effets de réchauffement aux latitudes les plus élevées. Ici, c'est une comparaison entre 1960 jusqu'à 2011. On voit que les augmentations jusqu'à 4 degrés aux latitudes les plus nordiques. Si on passe entre le pôle sud vers le pôle nord, on regarde le delta température, ça veut dire le niveau d'augmentation de température. On voit que c'est surtout les autres latitudes de l'hémisphère nord qui sont les plus sensibles, qui ont déjà subi le plus grand changement de température. Les grands impacts sur le climat. Et si on a des impacts sur le climat, il y aura les impacts sur les écosystèmes et les géosystèmes et les sociétés nordiques. Et on voit ça. Moi je travaille à cet endroit, c'est à la limite nord du Canada, c'est un paysage magnifique, extraordinaire. C'est près du pôle Nord. C'est le point de départ si vous avez la décision aller au pôle Nord, si vous voudrez visiter le pôle Nord, ça c'est le point de départ. C'est la latitude 83. Il y a les lacs, les fjords, la glace, les montagnes, un paysage extraordinaire. C'est dans un parc qui s'appelle Parc national Kitinepak, qui est un nom en inuktitut, la langue des Inuits, qui veut dire le sommet du monde. Et quand on est là, on a vraiment l'impression qu'on est au sommet du monde. Toutes les Amériques sont au sud, donc c'est extraordinaire comme expérience. Mais on voit les changements, avec nos yeux, on voit les changements autour de nous associés avec la glace, la sensibilité et avec cet effet d'amplification polaire. Le lac Ward-Hunt, par exemple, quand j'ai commencé là, durant les années 90, il y avait 4 mètres de glace, un peu plus que 4 mètres de glace. Et c'était la même chose depuis quelques dizaines d'années. Mais depuis l'année 2000, on a vu petit à petit, et finalement très rapidement, une perte, une disparition de cette glace, qui pour moi était extraordinaire parce que j'ai commencé ma carrière polaire en Antarctique et je travaille sur les lacs gelés en permanence et on a pensé impossible d'avoir le dégel de ces morceaux de glace assez épais et très solides. Mais on voit à l'intérieur de 10 ans, on peut avoir une disparition complète. Ici, j'ai une image, on a installé une caméra automatisée pour prendre 6 photos chaque jour à travers l'année. Aujourd'hui aussi, j'espère. C'est parce que c'est chaque saison, on fait le téléchargement de ces données. Et on voit ici, ça c'est l'année passée, donc les données que nous venons d'obtenir cet été, ça c'est le 2 de juillet 2016. Et par la suite, quelques semaines plus tard, c'est de l'eau libre, extraordinaire. Et même avec l'écume à la surface, avec le mélange d'un lac, peut-être pour la première fois depuis quelques milliers d'années, évidemment, avec des implications pour l'écologie de ces environnements. Et on voit ce phénomène partout. J'ai commencé un projet durant l'année polaire internationale. C'était sur une glace 2 de nos un postdoc ici à gauche et étudiante doctorale en train de travailler sur une plateforme de glace qui était là, on pense, depuis 4000 années.
Et donc, on a identifié ça comme notre site d'étude pour l'année polaire internationale, la prochaine année, la deuxième année. Il y avait une dispersion complète. Et celui-ci, qui était la plateforme de glace la plus grande dans l'Arctique, qui s'appelle la plateforme de glace Warwick Vincent. C'est magnifique comme paysage de glace. Il y avait un effondrement complet en 2011-2012. Donc, les grands changements dans l'environnement. On voit les lacs de fonte, par exemple, dans la baie d'Hudson, dans le grand nord du Québec. Toutes sortes de changements dans le paysage, les changements des lacs, la grande croissance d'arbustes, le mouvement des arbres vers le nord, un déplacement des animaux aussi dans le nord. Donc, les effets sont très visuels en ce moment. Et peut-être les effets le plus importants, des fois le plus évident, des fois moins évident, mais les changements avec des implications majeures sont les changements associés avec le pergélisol. Ça veut dire le sol qui est gelé en permanence, ou que nous avons pensé être gelé en permanence. La définition est un minimum de 2 ans de gel. Et c'est un phénomène important pour nous au Canada, mais en général à l'échelle planétaire, parce que c'est une vaste superficie de notre planète qui contient ce pergélisol. Et c'est la fondation physique de plusieurs écosystèmes et de l'infrastructure aussi, l'infrastructure humaine dans le nord. 24% de la terre de l'hémisphère nord contient du pergélisol. 50% de notre superficie terrestre au Canada contient du pergélisol. Donc, nous sommes un pays de pergélisol. C'est très important pour nous, pour le développement économique de Nord. Deuxièmement, il y a un stockage du carbone. Il y a la matière organique qui date des anciennes forêts, des anciennes communautés végétales. Et c'est un stockage considérable. La quantité de carbone organique dans le sol est estimée à 800 pétagrammes, ça veut dire 10 à la 15 grammes. Le dioxyde de carbone dans l'atmosphère, gaz carbonique, est 850. Donc, ça veut dire qu'il y a la capacité à doubler la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Mais il y a plusieurs chercheurs, incluant notre équipe, qui montrent que le transfert de ce carbone est de plus en plus en forme méthane vers l'atmosphère, avec un effet qui est beaucoup plus puissant. Il y a les effets sur les lacs, les tourbières, les effets en aval. On voit les lacs partout. Moi, je suis spécialiste écosystème d'eau douce. Le Nord est vraiment un paradis pour les scientifiques comme moi. C'est extraordinaire la richesse des lacs. La plupart des lacs au niveau mondial sont aux latitudes nordiques. Et on voit qu'au nord du Québec, les lacs sont en pleine expansion associés avec la fonte. Et il y a une implication aussi pour la mer côtière, la zone côtière de la mer. Il y a un transfert du carbone vers la zone côtière. Il y a un transfert biologique aussi. Cette espèce est très importante pour les Inuits. C'est l'homme chevalier, important pour la nutrition. C'est une espèce qui migre entre l'eau douce, les écosystèmes d'eau douce, l'écosystème de la mer. Avec le changement de pergélisol, on change les conditions totalement vers les conditions néfastes pour cette espèce clé, pas simplement clé dans l'écosystème, mais clé dans le système humain, le système social du Nord. Et finalement, la grande inquiétude est que le pergélisol est un changement rapide. On voit qu'il y a un dégel rapide. On ne sait pas exactement, on voit la tendance ici, on ne sait pas c'est quoi la forme de cette courbe, mais c'est clair qu'il y a un dégel rapide qui coule du climat. On voit l'effondrement, l'érosion de nos zones côtières, comme ici dans le territoire Yukon. On voit même les glissements de terrain actuellement qui s'appellent les méga-slums. C'est énorme, c'est une colline qui est perdue, associée avec la fonte et le dégel de pergélisol.
On ne peut pas le dire, le sol gelé en permanence maintenant, n'est-ce pas? Ça change tout et ça change l'infrastructure au niveau utilitaire, mais très important pour les communautés du Nord. Les pistes d'atterrissage, très important parce que tout arrive par l'avion. Donc, il y a ici l'aéroport de Iqaluit. Avec notre étude ADAPT, nous avons trouvé 80% du sol contiennent de la glace. Et la glace est bien si c'est en forme H2O solide, mais il y a une autre phase, malheureusement, de cette fondation que les ingénieurs ont utilisée dans le passé. Pas de problème durant les années 40, 50, 60, quand toute l'infrastructure du Nord était construite. Et ça donne une situation précaire pour nos villages du Nord. Il y a les glissements de terrain, les effondrements, les bouleversements. Et, ici à Salouet, le maire dit peut-être c'est nécessaire de déménager tout le village à cause de ce risque de dégel. Donc c'est clair qu'il y a les messages de l'Arctique avec les implications locales et globales. Et il faut peut-être revisiter ce concept de oikos, qui est un mot que M. de Koenig a utilisé hier soir. Ça veut dire la maison, le patrimoine, la maison de la famille. Un mot que j'aime beaucoup parce que c'est l'origine du mot écologie. Ça veut dire qu'il faut développer une autre façon de développer une écologie intégrale. En science, on dit science du système terrestre, Earth System Science. Mais c'est beaucoup plus que ça. Ça demande une considération des valeurs morales, éthiques, une vision à long terme. Et nos sources d'inspiration peut-être pourraient venir de la science, de la philosophie cette semaine, de la culture autochtone aussi. Pour moi, une source d'inspiration commence ici, c'est au lac Léman, le lac de Genève en Suisse, parce que c'est là qu'il y avait un grand savant, un scientifique, un médecin, professeur à l'Université de Lausanne qui s'appelle François Forel. Et durant le 19e siècle, il a défini une écologie des lacs, comme l'océanographie des lacs, une écologie intégrale des écosystèmes lacastres. Je suis en train d'écrire, publier un petit livre à ce sujet, un livre qui s'appelle Lac, une introduction très courte, mais finalement c'est une excuse, c'est une occasion à célébrer Forel et ses perspectives qui sont très pertinentes aujourd'hui. Il a dit, un lac est-il un microcosme comme la ville de Québec? Il a dit, non, pas du tout. Il y a un lien avec le monde. Tous les écosystèmes sont ouverts. Il dit, pour une écologie intégrale, il voudrait faire une vue d'ensemble où chaque composante influence les autres, le physique, le chimique, les aspects biologiques, et il y a les aspects de l'écosystème. Et je comprends bien les arguments extrêmes concernant l'utilisation des termes écosystème extrême, mais pour lui, c'était surtout pour montrer qu'on fait partie de l'écosystème. Quand il a fait une liste de toute la flore et toute la faune du lac Léman, une longue liste, un inventaire. Première chose sur sa liste, Homo sapiens. Il a dit, l'homme, Homo sapiens, est une espèce hérétique de la faune du lac. Il y a une relation réciproque, il y a une grande influence néfaste sur le lac, mais il existe plus de tout autre animal, une action puissante sur la nature et les êtres qui l'entourent. Et nous avons adopté ce type d'approche Forel pour un projet qui s'appelle ADAPT, qui impliquait beaucoup de personnes ici au Canada et avec des collaborateurs internationaux concernant l'environnement géophysique, géochimique, biologique, pour mieux comprendre la vue d'ensemble des écosystèmes, des géosystèmes de pergélisol et sol, incluant les êtres humains, et avec une perspective sur le passé, le présent et l'avenir. Donc une approche intégrative avec plusieurs types de données
qui sont récoltés, modélisation, projection de l'avenir, considérer l'avenir, construire pour l'avenir. Comme Mme Michelot a dit, il faut maintenant aller au-delà de l'idée qu'on travaille pour aujourd'hui. Il faut penser des générations à l'avenir. Les études sur le terrain et le travail avec les autochtones, les peuples autochtones qui demeurent dans le Nord. Quels sont leurs besoins? Quels sont les enjeux de développement durable, de production des cartes, la synthèse et les ateliers pour travailler avec les communautés nordiques pour communiquer les évaluations, les risques, échanger avec leurs questions et leurs besoins et leurs questions pour l'avenir aussi. Donc évidemment, il y a d'autres voies vers cette écologie intégrale. Il y a les voies philosophiques et on va entendre beaucoup plus à ce sujet cette semaine. Jean-Philippe m'a aidé avec cette citation ici d'Aristote qui parle de la puissance de la nature et de sa beauté. M. de Konik a déjà parlé au sujet de Kant dans son discours hier soir. Mais une autre façon de procéder aussi est par moyen des voies culturelles vers une écologie intégrale. Il y a quelques années, quand j'étais directeur de Centre d'études nordiques, on a invité M. Peter Ernick, qui va être ici, je ne sais pas, peut-être il est ici en ce moment, mais il va être ici demain, pour parler avec nous. Il a parlé au sujet du changement de climat, l'Inuit IQ, ça veut dire Inuit Kayamiya Tukangit, les principes de savoir Inuit. Et il y a maintenant, juste 7 mois, il y a la parution d'un livre à ce sujet concernant Inuit IQ avec plusieurs aspects. La première fois que j'ai rencontré cette approche, ces principes étaient catholiques, l'école catholique Resolute Bay. C'était vraiment inspirant parce qu'on parle de respect des autres, l'importance de servir, résoudre les problèmes et la bonne gérance de l'environnement qui est absolument critique aujourd'hui. En terminant, je vois que j'ai épuisé mon temps, donc je vais terminer ici par peut-être juste pour retourner au grec ancien où nous avons commencé. Quand on pense des Grecs, on pense aussi de leurs dieux et leurs histoires extraordinaires. Et ici, on a un des dieux extraordinaires, Apollon. Et vous vous souvenez que l'Apollon était le dieu de la musique et le dieu de la vérité, le dieu de santé, le dieu du soleil et de la lumière. Donc, un dieu très intéressant pour nous, peut-être, au programme Centenaire Nord. La lumière joue un rôle important. Mais Apollon était mécontent, malgré ses forces, malgré ses talents, même malgré sa beauté, il était très mécontent. Et ses affaires de mort étaient une longue série de désastres. Donc, peut-être on peut apprendre certaines choses comme modèle qui n'est pas idéal d'Apollon. Récemment, il y avait un livre publié par Harari, qui est professeur d'histoire à Jérusalem. Évidemment, c'est un livre pour le grand public. Il y a un certain niveau de Hyperborée, mais il fait la connexion entre les dieux et les êtres humains. C'est au sujet de l'évolution des êtres humains. Il dit, 370 000 ans, Homo sapiens n'était encore qu'un animal insignifiant qui vaquait à ses affaires dans un coin de l'Afrique. Aujourd'hui, on passe de devenir un dieu. C'est le point d'acquérir non seulement une jeunesse éternelle, mais aussi des capacités divines de destruction. On pense de ça chaque jour, n'est-ce pas, avec chaque prononcement de la Maison Blanche. Incroyable. On a une capacité extraordinaire à détruire notre espèce comme biologiste. On est très sensible à ça. Mais malgré nos capacités extraordinaires à faire les choses comme Homo sapiens, comme une espèce, nous sommes peu sûrs de nos objectifs et
paraissant plus que jamais insatisfaits. Et il termine son livre par dire « Y a-t-il de plus dangereux que des dieux insatisfaits et irresponsables qui ne savent pas ce qu'ils veulent ?» Mais peut-être la question pour nous est « Qu'est-ce qu'on veut comme être humain ?» Nous sommes à la croisée des chemins en ce moment, comme dans l'évolution de notre espèce. Et comme Bill, juste on a une perspective évolutionnaire, peut-être on voudrait trouver une meilleure façon pour Homo sapiens de vivre et survivre en collaboration avec l'écosystème, pas en conflit avec l'écosystème. Un peu comme Forel a dit, comme plusieurs points de vue des peuples autochtones. On voudrait aller peut-être au-delà de l'Hyperborée, un monde irréaliste et éphémère vers l'oikos, un écosystème fonctionnel, durable à long terme, pour trouver la dignité pas simplement pour nous, mais pour tout l'ensemble de notre oikos, une écologie intégrale. Et ça va demander évidemment une convergence entre la science, la philosophie, le droit, la politique, etc. Et ce colloque est une étape importante vers cet avenir. Et peut-être on peut continuer à évaluer, discuter, même peut-être élaborer cette convergence. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup encore, M. de Konik. Merci beaucoup à vous pour votre attention académique. Thanks a lot. Merci.